un peu de temps désormais, un quart d'heure, pour expliquer les enjeux du moment en matière de reporting ESG. Il y a une bataille qui voit le monde anglo-saxon et le monde européen s'affronter sur l'avenir, le futur, la méthode qui sera la méthode standard, on l'espère, pour reporter justement les enjeux extra-financiers dans les comptes des entreprises. Laurent Babiquian est avec nous en plateau, le directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Bonjour et bienvenue Laurent. Bonjour Grégoire, on se parle régulièrement à ce micro. Rappelez-nous d'un mot ce que fait le CDP Carbon Disclosure Project. C'est une ONG qui, alors je le dis simplement, qui fait référence aujourd'hui au niveau mondial dans la mesure du carbone avec un certain nombre d'outils qui ont été développés, basés sur la science, comme on dit, c'est ça Laurent ? Oui, en fait c'est la principale plateforme de reporting environnemental au monde sur laquelle rapporté en 2021 14 000 sociétés, 14 500 sociétés et des villes, des États et des régions. Et nous avons développé à côté de ça des outils qui permettent de mesurer l'alignement en termes de température. Et nous sommes cofondateurs d'une organisation qui s'appelle Science Based Target, qui labellise les targets scientifiques des entreprises pour savoir si elles sont alignées sur 1,5 degré ou pas. Pourquoi est-ce qu'il faut se plonger dans ce sujet technique qui est celui des standards de reporting ESG ? Alors, ce que j'appelle simplement la comptabilité ESG, mais vous allez nuancer ces propos, Laurent. Déjà, sur cette question philosophique qui voit le monde anglo-saxon et le monde européen s'affronter, je le disais en introduction, on a un monde anglo-saxon qui plaide pour une approche fondée sur la simple matérialité et un monde européen qui aimerait bien voir le concept de double matérialité émerger comme un standard de reporting ESG. Une fois qu'on a dit ça, pas sûr qu'on ait tous bien compris. Qu'est-ce qu'il faut comprendre justement de ces enjeux et de ces deux approches différentes qui s'affrontent aujourd'hui ? Alors, il faut peut-être d'abord expliquer ce que c'est que la simple matérialité et la double matérialité. La simple matérialité, ça veut dire que ça n'est que le changement climatique qui va avoir un impact sur l'entreprise, la capacité de l'entreprise à faire du profit, à faire des affaires. Alors que la double matérialité, c'est la simple matérialité plus le fait que l'entreprise, par son activité de production ou par son business model, va avoir un impact sur le changement climatique, sur la nature, sur la biodiversité. Très clair. Donc c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus riche. Et si l'objectif est de nous sauver, de sauver nos enfants et de sauver la planète d'ici 2050 et qu'on atteigne une température d'1,5 degré, alors la double matérialité est fondamentale. Voilà, et donc ça, ce sont deux approches qui sont opposées. L'approche de double matérialité est celle qui est adoptée par la Commission européenne à travers les FRAG. Et, qui est quoi l'autorité européenne qui gère ces sujets-là ? Le reporting financier et extra-financier, et ce serait l'équivalent de la fondation IFRS en Europe. Et oui, c'est ça. Voilà. De l'autre côté, dans le monde anglo-saxon, il y a la fondation IFRS. Ouais. Qui est déjà connue parce qu'elle a un département qui s'appelle l'IASB, et l'IASB gouverne la manière de rapporter la donnée financière dans à peu près 140 pays aujourd'hui. Ça a été fait il y a une quarantaine d'années, sauf les États-Unis. Il faut noter que les États-Unis ont leur propre système qui est le US GAAP. Et donc maintenant, l'IFRS Foundation a créé un autre département qui s'appelle l'ISSB, International Sustainability Standard Board, dont le but est de mettre en place un standard de reporting ESG, et ils voudront également l'appliquer à ces 140 pays. Donc ça devient quelque chose de dominant sur le marché. Mais il se trouve que l'Europe est plus avancée que l'ISSB, avec ce standard de reporting européen qui s'appelle l'ESRS, European Sustainability Reporting Standard. Et donc les deux travaux ont lieu en parallèle en fait et ont été soumis à consultation, et on attend maintenant les versions finales. Et la grande différence entre les deux, c'est que l'une est animée par la double matérialité qui est fondamentale si on veut régler notre problème de changement climatique, de biodiversité, d'océan, d'acidification des sols et autres. Et de l'autre côté, la simple matérialité qui est prônée par l'ISSB. Et on imagine que c'est un point de tension et de bataille majeur. C'est un sujet, on parlera de techniquement qu'est-ce que ça implique la double matérialité, puisque c'est ce concept-là que vous aimeriez voir appliqué au niveau mondial par le plus grand nombre.
on s'interrogera et vous nous expliquerez ce que ça implique effectivement pour les investisseurs, pour le prix des actifs, mais sur l'enjeu politique, là, la bataille politique qui se joue entre ces deux standards de reporting, c'est intense, c'est important, ça se joue au plus haut niveau. Oui, alors je pense que tout le monde n'est pas bien au courant de différents impacts que ça va pouvoir avoir sur le marché. C'est encore quelque chose d'assez confidentiel, d'assez technique. Mais je pense que le standard de reporting ESG, donc qui va dire aux entreprises et aux institutions financières ce qu'elles doivent rapporter, comment elles doivent le rapporter sur différentes thématiques, ESG, donc ça concerne aussi le social et la gouvernance, est quelque chose qui va être très structurant pour le futur. Donc c'est fondamental et alors c'est tellement technique que la presse n'en parle pas, mais je pense qu'il faudrait que la presse en parle un peu plus parce que ça va structurer les 50 ou 100 prochaines années de reporting extra-financier de la part des entreprises dans le monde et de leur impact sur la nature. Ce qui se décide en ce moment, de part et d'autre, et on verra d'ailleurs quels standards émergent. Il y a peut-être l'idée que deux standards vont cohabiter pendant un certain temps, j'en sais rien, Laurent, mais vous dites, c'est ce qui va cadrer le reporting pour les décennies à venir du côté des entreprises. C'est pas neutre. C'est pas neutre, absolument. Comme il y a 50 ans, il fallait faire du reporting financier, donc le monde s'est mis d'accord sur une manière de le faire. Maintenant, c'est l'enjeu de l'extra-financier, de l'ESG, et je pense que d'ici une dizaine d'années ou dans un avenir assez proche, je pense que la donnée ESG sera beaucoup plus importante que la donnée financière et aussi dans le cadre des valorisations des entreprises. Et je ne pense pas que le marché mesure ça à sa juste valeur en ce moment. C'est vraiment, encore une fois, deux philosophies différentes. Vous l'avez très bien expliqué. Vous estimez, vous, personnellement, Laurent, que l'approche anglo-saxonne de simple matérialité ne va pas assez loin, ne permet pas de mesurer, j'allais dire, l'ensemble du problème, et que donc, ce serait, alors non pas un recul, mais ça ne serait pas une avancée suffisante pour prendre la mesure, justement, des enjeux et de l'impact de l'activité économique sur la planète et la nature. Absolument, n'est pas suffisant pour prendre en compte les turbulences à venir. Et nous avons eu un florilège cet été. Il y a de nombreuses turbulences partout et ça est probablement une base de référence de ce qui va se passer dans le futur. Le but de la matérialité simple est de maximiser ce qu'on appelle en anglais l'enterprise value. On va dire la valeur d'entreprise. Ça, c'est le but affiché pour maximiser la valeur de l'entreprise sur le marché ou alors en private equity. Ce qui est un but légitime. Enfin, dans le monde capitaliste, ça a été très bien documenté par des économistes très sérieux depuis très longtemps. C'est à la fin de la journée, c'est quand même un but légitime pour une entreprise. C'est ce que disait Milton Friedman. L'unique raison d'être de l'entreprise, c'est de produire du profit pour ses actionnaires. Bon, le problème, c'est que ça baigne la théorie néolibérale dans laquelle nous sommes depuis plusieurs dizaines d'années. Et que maintenant, je pense qu'il va falloir switcher pour maximiser le profit non plus d'un seul stakeholder, qui est l'actionnaire, mais le profit de tous les stakeholders. Et dans les stakeholders, il y a les salariés, il y a les clients, il y a les fournisseurs, mais il y a aussi la nature. Donc ça, c'est une vision philosophique très nouvelle et il va falloir, si elle rentre au cœur du sujet, alors on doit absolument avoir la double matérialité. Et pour revenir à la double matérialité, l'objectif de la double matérialité, donc la matérialité simple, c'est de maximiser l'enterprise value, la valeur d'entreprise, et l'objectif affiché de la double matérialité, c'est de minimiser les impacts négatifs des entreprises et des institutions financières sur la nature, sur le changement climatique, sur la biodiversité. Donc vous voyez qu'on est à des années-lumière l'un de l'autre, et donc tout le challenge maintenant, ça va être justement d'avoir un seul texte qui permette à tout le monde de rapporter de la même manière des informations. Et effectivement, qu'on soit dans un univers guidé par la simple matérialité ou la double matérialité, ça change du tout au tout quand on regarde le prix d'un actif, la valeur d'une entreprise. Exactement. Alors ça, on n'a plus du tout les mêmes prix et les mêmes valorisations.
qu'on peut constater aujourd'hui, d'ailleurs, sur les marchés boursiers, par exemple. Oui, mais alors on peut le supputer, parce que ça, c'est un des effets qui se mesure quand même. Ça peut se... Alors, on verra hein, dans la pratique, mais c'est quelque chose que l'on peut craindre fortement, que une juridiction qui adopte la matérialité simple va avoir des valorisations d'entreprise supérieures à une juridiction qui adopte la double matérialité. Et comme l'Europe, tous les pays européens seront mis à double matérialité et que Londres n'est plus européen, peut-être que la place de Londres va redevenir attractive, notamment pour les entreprises qui se listent de la bourse, par rapport à la bourse de Paris ou à la bourse allemande. Et je pense que pour Euronext ou pour Deutsche Börse, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils regardent avec attention. Parce que deux entreprises du même secteur n'auront pas la même valorisation à Francfort, à Paris ou à Bruxelles qu'à Londres ou à New York ou à Shanghai, Shenzhen, etc. C'est ce que je pense qu'on peut prévoir ça, et ça va poser un problème de distorsion de marché pour deux entreprises qui seraient dans le même secteur avec des comparables égaux en termes financiers. On parle de quel type d'écart là, je ne sais pas. Là, concrètement, non. Je sais pas, mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que on a vu l'exubérance irrationnelle des marchés avec la gestion monétaire des déficits publics liés au Covid. 14 000 milliards d'argent frais qui ont été créés en 2 ans et qui sont d'abord allés dans les bourses. Pour terminer en inflation d'ailleurs, parce que le début de l'inflation, je pense que c'est aussi la fin de ce cycle-là. Et ça a donné des valorisations, par exemple, de la société Apple, plus grosse capitalisation boursière mondiale, à son plus haut historique. Quand on était tous dans une situation économique catastrophique, les bourses étaient à leur plus haut, à 3100 milliards de dollars. Alors à titre comparatif, pour 1 euro égale 1 dollar, maintenant, le PIB français, c'est 2600 milliards de dollars ou d'euros. Donc, on a vu cette exubérance irrationnelle. Et la double matérialité va commencer à répondre à cette exubérance irrationnelle en demandant aux entreprises de rapporter des informations extrêmement fournies par rapport à leur impact, et va commencer à faire en sorte qu'on va être capable de calculer l'impact. Mais ne va pas suffire, parce qu'il va falloir qu'on parle aussi de la comptabilité triple capital humain, capital naturel et capital financier, pour pouvoir convertir cet impact qui sera mesuré à travers la double matérialité, à travers l'approche européenne. On va être capable de convertir cet impact en numéraire, parce qu'il va falloir qu'on convertisse l'impact en numéraire pour pouvoir s'en servir dans le monde encore numéraire que nous avons aujourd'hui, puisque nous devons convertir les métriques en euros ou en dollars. Et ça aura un impact sur, je pense, le return on equity. Je ne sais pas si on va y revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais je pense que maintenant, par exemple, on ne peut plus se contenter de calculer la performance d'un investissement en capital en ne prenant en compte que le return on equity. Il va falloir qu'on vienne rajouter le return on impact, et justement, la double matérialité plus la comptabilité triple capital va permettre de convertir cet impact quantitatif en qualité en chiffres. J'entends. Et pour pouvoir calculer une nouvelle manière. Le rendement total, quoi. Le rendement total d'un investissement. Et là, on ne sera plus dans la maximisation du profit d'un seul stakeholder, mais on va commencer à rentrer dans la maximisation du profit de tous les stakeholders. Ce sera beaucoup plus compliqué à faire, mais on va sur cette route-là. Jamais les anglo-saxons n'accepteront ce concept de double matérialité. Voilà. Même avec la comptabilité financière traditionnelle, qui a mis des dizaines d'années à être établie, vous l'avez dit vous-même en introduction, alors, ils ont imposé au reste du monde des standards de comptabilité financière qu'eux-mêmes ne s'appliquent pas. C'est tout le challenge. Voilà, c'est tout le challenge, et je pense que c'est quelque chose de géopolitique. Je pense que c'est quelque chose qui doit se gérer au G20. Ça devient géopolitique, ça devient politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour qu'il n'y ait plus de distorsion de prix de marché et de valorisation boursière, il va falloir harmoniser. Et ça, c'est la vraie question, en fait. C'est l'harmonisation du standard de reporting ESG, et pas vers le moins 10 ans, mais vers la plus haute ambition. Et la plus haute ambition est l'approche européenne. Donc, il faudrait que l'ISSB fasse évoluer son standard vers l'approche européenne. Et j'ai été extrêmement choqué quand l'AFEP en France a envoyé une lettre à Mairead McGuinness pour dire ce serait bien que l'EFRAG et son standard ISRS s'alignent sur le moins 10 ans. Ah,
Même dans le camp européen, il y a des lobbies et des organisations patronales qui militent pour l'approche anglo-saxonne. Absolument. Et ça, parce qu'on est toujours dans la maximisation du profit pour les actionnaires. Quand on sortira de ça, ça va changer le tropisme et l'approche de tout le système qui en découle. Et quand en Europe, on se donne tout ce mal pour faire des directives, la taxonomie, la SFDR, la CSRD. Je rappelle que la CSRD va concerner 50 000 sociétés à partir de 2024. Ça va aussi concerner, c'est ça qui est intéressant, les entreprises non européennes qui ont du business en Europe. Et donc, sur la partie de ce business européen, elles vont devoir rapporter à la CSRD en utilisant le standard de reporting européen. Donc, alors, bon, on serait peut-être très candide de penser que, du coup, ils vont trouver ça tellement bien qu'ils vont l'adopter chez Apple aux États-Unis pour valoriser Apple, toute la société comme ça. Je pense que ça ne va pas se passer comme ça, mais il va falloir qu'il y ait un débat politique pour une harmonisation au niveau global vers le mieux-disant. Et la troisième pièce qui manque au puzzle, bien entendu, c'est le prix du carbone. Parce que le prix du carbone est en soi quelque chose qui va permettre d'exprimer les externalités négatives et de les intégrer dans le calcul boursier de la valeur d'une action. Voilà, donc, et on voit bien, par exemple, si les pétroliers, si Aramco devait payer une taxe carbone telle que préconisée par l'Agence internationale de l'énergie, $250, ils feraient plus de profit. Ils font un profit de 89 milliards en un semestre, ils ne feraient plus de profit. Voilà. Ils font que du pétrole. Donc. Ça s'appelle à Total, ça s'applique aussi à Total Energy, à Shell. Et donc c'est un vrai sujet. Et si on a le panachage de tout ça, on sera en bonne voie vers la neutralité carbone, ce qui n'est pas le cas pour le moment puisqu'on est très en retard et on n'est pas sur le bon chemin. Merci beaucoup Laurent d'avoir pris le temps d'être venu nous expliquer ces enjeux alors techniques mais qui sont des enjeux importants quand on veut avancer vers un monde décarboné, voire neutre en carbone. Laurent Babiquian qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse, le directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir.